Pourquoi les voitures sont-elles de plus en plus moches et aussi peu fiables? Si vous avez eu la chance d'observer l'évolution du parc automobile ces 20-30 dernières années, vous l'avez sûrement remarqué. Non seulement elles ont moins de caractère, mais en plus, elles se ressemblent de plus en plus. Distinguer une voiture française d'une allemande ou d'une suédoise, sans regarder son badge, est presque devenu un sport de compétition. Alors qu'avant, il vous suffisait de regarder les phares d'une voiture pour trouver son modèle, voire son constructeur. Côté fiabilité, le constat est pareil. Un verre d'eau sur l'écran de bord et vous risquez la panne. On exagère à peine. Que s'est-il passé? Est-ce que les designers auto ont jeté l'éponge et se sont résignés à nous répondre avec les mêmes designs? Nous avons mené l'enquête pour vous. Vous allez le voir, si les voitures deviennent de plus en plus moches, ce n'est pas parce qu'on ne sait plus faire de belles voitures. C'est principalement dû à 3 raisons. La première est assez surprenante. Restez jusqu'à la fin pour la raison bonus. Pour comprendre comment les lois et les normes nous poussent à conduire des briques sur roues, intéressons-nous à quelques-unes. Presque chaque grand pays ou agglomération a son propre ensemble de lois. La Federal Motor Vehicle Safety Standards aux USA, le Canada Motor Vehicle Safety Standards au Canada et l'Euro NCAP en Europe avec le règlement GSR 2. Au niveau international, le Forum mondial pour l'harmonisation des régulations des véhicules chapeaute le tout. Ça fait beaucoup d'exigences à satisfaire. Parmi celles-ci, il y en a 3 qui limitent grandement les possibilités de design. 1. La présence du freinage d'urgence autonome. 2. La réduction des impacts piétons. 3. La réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour le freinage d'urgence autonome du GSR2 européen, la voiture a besoin de capteurs rassemblés dans une immense boîte noire à l'avant du véhicule. Difficile à cacher. Si vous êtes abonné, vous vous souvenez peut-être que nous avons discuté du GSR2 dans notre vidéo des véhicules qui vont disparaître en 2025. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et activez la cloche des notifications pour soutenir notre petite équipe. Revenons à notre freinage d'urgence autonome. Pour fonctionner, la voiture a besoin de détecter ses collisions potentielles. Et pour ça, elle a besoin de capteurs rassemblés dans une imposante boîte noire flanquée à l'avant du véhicule et difficile à cacher. La face avant de la Mercedes-AMG S63 en a clairement fait les frais. Difficile de ne pas voir cette boîte. La deuxième loi, concernant la sécurité des piétons, impose un espace minimal entre la peau de la voiture et les parties dures. C'est elle qui est responsable des capots de plus en plus hauts et allongés. Elle interdit aussi les angles saillants qui n'ont pas un rayon minimum de 0,2 pouces, car ils augmentent le risque de blessures graves pour les piétons. Enfin, la troisième exigence est sans aucun doute celle qui fait le plus mal au design. Pour réduire les émissions de CO2 d'une voiture, l'une des solutions est tout simplement de réduire sa consommation de carburant. Et pour ça, les fabricants misent de plus en plus sur l'aérodynamisme, ce qui n'est pas sans conséquence sur le design. Sur le papier, le principe de l'aérodynamisme est simple. La voiture doit fendre le plus efficacement possible l'air devant elle et le disperser à l'arrière. Dites-vous que l'air oppose une telle résistance que, lorsque vous roulez à plus de 90 km/h, 62% de l'énergie produite par votre moteur ne sert pas à avancer, mais uniquement à résister à ce mur invisible. Et pour les voitures électriques, l'aérodynamisme est le deuxième facteur le plus important pour augmenter l'autonomie. Et si ce n'était que ça. En plus de devoir résister à la traînée du mur d'air dont je viens de vous parler, une voiture doit faire face à 2 forces supplémentaires, la dérive et la portance. La dérive désigne les vents qui percutent votre voiture par les côtés et la force centrifuge qui pousse votre voiture dans le décor quand vous prenez un virage. La portance, quant à elle, représente les courants d'air qui passent sous la voiture et vous font perdre en adhérence, ou au contraire, ceux qui passent au-dessus et vous collent au sol. Concevoir une voiture maximisant à fond une de ces variables est facile. On sait le faire depuis la Schlorwagen de 1939. En faire une qui tient bien la force face aux 3
est difficile et pousse les designers à faire des choix douloureux. Exit les carrosseries carrées, comme celle du G-Wagon 2025 ou de la Jeep Wrangler 2024, qui sont moins aérodynamiques qu'une vache. Bonjour les voitures sans poignée de porte ou avec des poignées incrustées. Idem pour les rétroviseurs qui sont en voie de disparition. Rassurez-vous, des caméras haute définition et encore plus d'écrans de bord remplacent progressivement vos rétros. C'est le cas sur le Mercedes-Benz Actros L de 2025. Concernant l'aspect global de la carrosserie, l'aérodynamisme pousse les constructeurs à converger vers des formes qui sont certes efficaces, mais se ressemblent beaucoup. Vous n'êtes pas convaincu? Regardez les formes des voitures électriques. Les Mercedes EQE et EQS ont des carrosseries particulières en forme d'œuf qui les rendent bizarres, ce qui explique d'ailleurs en partie pourquoi elles se vendent si mal. La Tesla Model Y, quant à elle, ressemble à une souris d'ordinateur sur roue, tout comme les Tesla 3, Y, X et S. Et il y a un dernier élément esthétique assez surprenant qui est apparu à cause de ça, les ailerons en plastique noir au-dessus des roues. Côté fiabilité, l'abondance de régulation n'a que du bon. Depuis 2022, l'indice JD Power Initial Qualité Study des véhicules récents ne fait que se dégrader. En se basant sur 220 points de données établis sur plus de 99 000 voitures, JD Power compile le nombre de défauts rencontrés sur les modèles de maximum 3 mois. En 2022, il était de 180 problèmes détectés sur 100 automobilistes. En 2023, il a bondi à 195 défauts pour 100 automobilistes. Beaucoup de composants simples, comme les portes, les vitres ou même les rétroviseurs, sont désormais commandés via l'ordinateur de bord, ce qui les rend plus difficiles et onéreuses à remplacer. Pour ne rien arranger, les constructeurs limitent de plus en plus les réparations et les maintenances que vous pouvez faire vous-même. Ainsi, juste connaître son niveau d'huile moteur et la remplacer au besoin nécessite maintenant un passage chez les concessionnaires sur certains modèles. C'est le cas sur les nouvelles Ram 1500 de 2025. Stellantis n'a rien trouvé de mieux que de retirer la jauge d'huile moteur et celle de l'huile de transmission. Sur d'autres voitures, le filtre à huile est désormais caché sous la voiture, derrière tout un tas de pièces et de caches en plastique. Ou les bougies d'allumage qui ne sont plus aussi accessibles. Je peux aussi parler de la tendance qui consiste à placer le filtre à carburant directement dans le réservoir d'essence, ce qui, lorsque vous voulez changer votre filtre, vous oblige soit à savoir comment démonter un réservoir, soit à passer chez un concessionnaire, alors que ça ne vous aurait pas pris 1 heure sur des voitures faites avant 2010. Pour ne rien arranger, une panne banale peut pousser votre assureur à classer votre voiture en épave, parce que la réparer coûterait trop cher. Mais au moins, ces réglementations sont parties d'une bonne intention, ce qui n'est pas le cas de la raison suivante. S'il y a bien une chose que les fabricants ont comprise, c'est que l'achat d'une voiture est avant tout une affaire d'émotion. Et vous allez le voir, ça impacte énormément le design de vos voitures. D'après une étude du cabinet Nielsen de 2014, le premier déclencheur de l'achat d'une voiture est purement émotionnel. Selon cette étude, 42% des Européens choisissent une voiture pour afficher leur réussite ou leur statut social. Et ce chiffre grimpe jusqu'à 82% en Thaïlande et 79% en Chine. C'est ce type d'information qui intéresse les équipes marketing des constructeurs. Ils se sont vite rendus compte qu'il suffit de créer des voitures avec des faces avant agressives au regard de félins pour donner l'illusion qu'une voiture est plus performante qu'elle ne l'est réellement. La Hyundai i20 N-Line est le meilleur exemple avec ses maigres 100 chevaux. Et tout le design de la carrosserie y passe. C'est ainsi que sont apparues des fausses prises d'air, des calandres surdimensionnés et des fausses sorties d'échappement. Le design intérieur a aussi été maltraité dans le processus. Qui se souvient encore du revêtement vendu comme du cuir vegan, qui n'était rien d'autre que du Sky bas de gamme. Et puisque tout le monde fait pareil, les constructeurs cherchent à se distinguer davantage visuellement. Plus le design est extrême et polarisant, mieux ça se vend. Prenez par exemple la Chrysler PT Cruiser. Selon votre sensibilité à ce qui est censé être beau,
La PT Cruiser est soit un chef-d'œuvre sur roue, soit une abomination, dépendant de l'œil qui le regarde. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est possible de ne pas la regarder. Entre 2001 et 2011, 1,35 million de PT Cruiser ont été vendus dans le monde. Idem pour la Plymouth Prowler, le premier et seul hot-road de série entièrement fabriqué à la main et qui s'est écoulé à 11 702 unités. Quand on parle de design polarisant en 2025, l'exemple le plus frappant reste le Cybertruck d'Elon Musk. Même si son esthétique est douteuse, il y a quand même eu 2 millions de réservations avant sa sortie. En Europe, on a eu les BMW Série 4 et Série 7 de 2023. Leurs prises d'air massives, en forme de double haricot, ont enflammé les débats. Et les chiffres de vente ? Plus 80,9% et plus 37,4% par rapport aux versions précédentes. Et puisqu'on parle d'argent, c'est la transition parfaite pour la troisième raison derrière les designs douteux des voitures modernes. Pour avoir plus de marge possible et réduire les coûts de recherche et développement, les constructeurs de voitures sont devenus des spécialistes du recyclage. Tant pis pour les équipes de design qui doivent créer des Frankenstein vendables. Chez Stellantis, les futurs Peugeot i208, Lancia Delta, Alfa Romeo Alfetta et Opel Astra électrique partagent tous la même plateforme, la STLA Small. Oui, vous avez bien entendu, des citadines du segment B et des compacts du segment C auront la même base. Le partage des pièces est aussi monnaie courante. L'Audi S6 et la Lamborghini Gallardo sont équipés du même moteur V10 de 5 litres 2. Tous ces éléments permettent de réduire les coûts, mais rendent le travail des designers difficile. Comment dessiner une carrosserie unique et novatrice quand plus de la moitié des pièces de la voiture viennent d'autres voitures? Pour vous faire une idée, dites-vous que l'Audi Q6 e-tron GT et la Porsche Taycan partagent le même châssis. Demandez-vous si vous avez réussi à les distinguer du premier coup d'œil. Allez, dernier motif cadeau derrière les designs horribles qui piquent nos yeux sur les routes. Concevez n'importe où, fabriquez n'importe où et vendez n'importe où a longtemps été le mantra des constructeurs. Une voiture doit être capable de se vendre partout. Au diable les particularités, il faut qu'elle puisse se vendre autant que possible. Malheureusement, cette philosophie a conduit à la perte d'identité nationale des constructeurs et à l'homogénéisation des designs. Alors, pensez-vous que les voitures élégantes et fiables sont en voie de disparition? Dites-le nous en commentaire. De notre côté, nous maintenons optimisme et passion pour les prochaines années. Malgré toutes ces contraintes, certains constructeurs ont réussi à produire des bijoux sur roue. Toyota par exemple nous a proposé la Toyota GR86. Fiat a créé la Fiat 500e et d'autres constructeurs y sont parvenus. Malheureusement, certains de ces modèles fantastiques vont disparaître des routes de l'Europe dès 2025. Foncez voir notre vidéo sur ceci. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si vous avez passé un bon moment. Et on se dit à bientôt.